Voilà, c'est lancé, c'est en direct, donc c'est en train de se lancer. Si ça te va, Amandine, je vais faire une petite présentation et après je te laisse la parole. Ok. Désolé, hein, ça marchera mieux la prochaine fois. Un petit coup de stress, mais tout va bien. Bon, tu peux vérifier? Ouais, je vais vérifier. Parce que là, j'ai pas de retour vidéo. Bon, alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue sur ce séminaire des maternitantes en direct des lieux occupés. Donc, les maternitantes qui sont un collectif qui, depuis des années, travaille sur les problématiques de congé maternité et congé maladie pour les personnes en travail discontinu, intermittent du spectacle et intermittent de l'emploi. Donc, je vais laisser la parole à Amandine pour qu'elle commence cette présentation. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation et bravo aussi pour toutes les occupations, bravo à toutes et tous. Oui, donc nous sommes effectivement un collectif Les Maternitantes, comme tu as dit Clément, c'est ça, nous défendons les intermittents en situation de, les intermittents et précaires en emploi discontinu en situation de congé maladie et congé maternité. Je commence par une petite présentation rapide de ce qu'on fait au collectif. Donc, on agit sur plusieurs plans. On a d'abord, on fournit une aide bénévole par mail au quotidien à toutes les personnes qui nous écrivent par mail ou par Facebook. On suit une dizaine de dossiers à chaque fois par jour qui nous arrivent. Le suivi peut aller jusqu'à la contestation en justice, notamment. On soutient des procès quand il y en a, des litiges avec la CPAM sur des points qui nous semblent importants pour créer des jurisprudences. Sur le plan militant, on alerte sur les problèmes et les dérives, comme en ce moment, par exemple, avec la crise sanitaire. Et bien sûr, le travail de fond depuis plusieurs années et qu'on aimerait voir aboutir, c'est une adaptation de fond sur la législation qui soit adaptée aux professions discontinues. On va vous en parler plus précisément. Dans l'idéal, si tout était bien fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est fermer boutique et ne plus exister. On est vraiment un collectif de défense des droits parce que les droits ne sont pas respectés et on est complètement bénévole. Et donc, on n'a aucun intérêt à subsister. Nous, notre intérêt, ce serait que ça fonctionne bien tout seul, que les droits soient respectés, qu'on n'existe plus. Un petit rappel historique, les maternitantes sont nées donc en 2009. Après, le point de départ, c'était un problème qui a eu lieu auprès de toutes les femmes qui avaient eu, les intermittentes, qui avaient eu un enfant en 2007-2008 et qui avaient eu un congé maternité, donc j'en faisais partie. On s'est appelé les recalculer à ce moment-là parce que, à ce moment-là, pour faire vite, Pôle emploi nous a réclamé à tout en même temps, subitement, des trop perçus plus ou moins importants, parce qu'ils avaient changé les paramètres de leur logiciel de calcul pour le congé maternité et ils avaient estimé qu'ils avaient trop donné d'indemnisation à toutes les personnes qui avaient eu un congé maternité en 2007-2008 d'un coup. Et donc, on était nombreuses d'un coup à devoir rembourser entre 900 euros et 5 000 euros ou 10 000 euros pour certaines, sans comprendre pourquoi. Donc évidemment, on s'est mobilisé, on s'est retrouvé grâce à la coordination des intermittents et précaires. On a occupé des agences Pôle emploi notamment et on a réussi à défendre nos droits dans l'action, mais on s'est rendu compte ensuite, une fois que ce problème précis était réglé, on a réussi à faire pas mal d'annulations de trop perçus, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la législation qui n'était pas juste et que le trop perçu qu'ils nous réclamaient, c'était par rapport à une législation qui en fait était discriminante pour nous qui étions en position de congé maternité, c'est-à-dire que à cette époque-là, le congé maternité, quand on avait un enfant, nous créait subitement une perte de revenus et une plongée dans la précarité subite et importante, juste parce que les règles étaient mal faites. Donc à partir de là, on a décidé de fonder un collectif qu'on a appelé les Maternitantes et de se battre pour que ce collectif... attendez, j'ai un problème. Voilà, ma vidéo avait
disparu, merci. Voilà, pour se battre pour que la législation puisse changer. On a réussi à la faire évoluer. On a saisi d'abord le défenseur des droits en faisant une saisine collective avec une manifestation, c'était en 2010. On a eu des réponses du défenseur des droits 2 ans plus tard, en 2012, avec lesquelles on est allé à l'Assemblée nationale se faire auditionner. On s'est fait auditionner aussi par plusieurs députés, par des ministères, par la direction de la sécurité sociale. Et tout ce combat de plusieurs années a abouti en 2015 au changement des seuils. Vous allez voir, on va vous expliquer plus précisément, à l'abaissement des seuils pour l'indemnisation du congé maternité ou maladie, et à la création en 2007 d'une nouvelle circulaire plus précise sur les conditions d'indemnisation des intermittents et des professions discontinues en général. Alors, c'est bon pour la vidéo? Oui. Donc, le problème de l'indemnisation des arrêts maladie et du congé maternité est avant tout un problème social et qui concerne chacun d'entre nous. Ce n'est pas un problème juste de femmes, même si bien sûr on est un collectif de femmes et que le droit des femmes est défendu aussi par là. Ce n'est pas non plus un problème que pour les gens malades. On est tous susceptibles de tomber malade, on est tous susceptibles de se casser une jambe, d'avoir un infarctus ou d'avoir un enfant. Et donc, c'est vraiment la question de la protection qui existe pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et cette protection est insuffisante. Donc, on va vous montrer ça. Je vais partager avec vous, j'ai préparé un petit PowerPoint parce que ce sera beaucoup plus facile, vous verrez, de suivre avec des petites données écrites. Donc, on va faire ça en 3 parties. Première partie, déjà, comprendre la base Amandine, il y a un bug sur ton partage d'écran. On ne te voit plus. Voilà, j'avais perdu le son, effectivement. Alors. Donc, première partie, comprendre l'indemnisation maternité et maladie. Alors, il y a 2 étapes à bien distinguer si vous aidez des personnes ou si vous voulez comprendre même quels sont les soucis. Il faut distinguer l'accès à l'indemnisation, donc les conditions d'ouverture pour avoir droit à une indemnisation, parce que tout le monde n'a pas le droit à l'indemnisation du congé maladie ou de l'arrêt maladie ou du congé maternité, et dans un deuxième temps seulement, le calcul de cette indemnisation, à combien on est indemnisé. Pour le premier point, c'est le nombre d'heures qui détermine les conditions d'ouverture, combien d'heures on a fait, tandis que pour le deuxième point, ce sont les salaires uniquement. Le nombre d'heures n'a plus aucune influence. Voilà. Alors, on va commencer avec les conditions d'accès à l'ouverture des droits à l'indemnisation. Il faut commencer par dire que les intermittents du spectacle et les intermittents de l'emploi sont des salariés et donc ils obéissent aux règles des salariés. Mais le problème du seuil d'accès, le problème de l'accès à l'indemnisation ne concerne en fait que les salariés à emploi discontinu. C'est le seul cas dans lequel ça peut arriver. Pourquoi? Parce que pour les salariés en contrat long, en gros, soit on a un arrêt maladie ou maternité qui interrompt un contrat en cours et auquel cas il n'y a pas de problème, il y a ce qu'on appelle une subrogation de salaire par l'employeur. L'employeur prend en charge le congé maternité ou l'arrêt maladie au même montant que le salaire habituel. Soit le salarié est au chômage et en ce cas-là, on remonte à son dernier contrat long
Voilà, il est au chômage depuis 6 mois, on remonte à son contrat CDI ou CDD d'il y a 6 mois. C'est l'article L305, vous verrez, il est important pour nous aussi. Et comme ce sont des contrats longs, il n'y a pas de problème, on prend les 3 derniers mois de fiche de salaire et voilà, il n'y a aucun souci pour le cas des personnes qui sont des salariés en contrat long. Alors que pour le salarié à emploi discontinu, on remonte aussi au dernier contrat, le L311.5 existe. Donc si on est par exemple là en mars 2021, si on n'a pas du tout travaillé depuis octobre 2020, on va remonter en octobre 2020 pour regarder les heures. Sauf que pour les emplois discontinus, il faut qu'il y ait un certain nombre d'heures ou de cotisations qui a été réunies à cette date précise. Et l'autre chose, c'est comme on a une multiplicité d'employeurs, on a eu une multiplicité d'employeurs, c'est à l'employé de réunir toutes ses fiches de paye et de prouver qu'il réunit les heures pour avoir droit au congé maternité ou à l'arrêt maladie indemnisé. Et qu'est-ce qui se passe si il ne réunit pas les conditions? Eh bien, il peut y avoir un refus d'indemnisation. Je ne sais pas si, comme moi, la galerie vous empêche de voir. Voilà. Il peut y avoir un refus d'indemnisation. On peut vous dire, bah non, en fait, vous n'avez droit à rien pendant la période de votre congé ou votre arrêt. Ce qui est paradoxal, vous allez très vite voir le problème, puisque pour un congé maternité notamment, le congé maternité, donc c'est le congé maternité standard des salariés, il est de 16 semaines, 6 semaines avant l'accouchement, 10 semaines après. Pour les femmes qui ont un 3e enfant ou pour des grossesses gémellaires, ça peut aller jusqu'à 34 semaines. Mais partons du congé maternité standard, 16 semaines. Et sur ces 16 semaines, il y a 8 semaines qui sont en réalité obligatoires. Ça veut dire que 2 semaines avant l'accouchement et 6 semaines après l'accouchement, on n'a pas le droit d'être employé. Un employeur n'a pas le droit d'employer une femme qui va accoucher dans 2 semaines ou qui vient d'accoucher il y a moins de 6 semaines. Donc, on ne peut pas ne pas prendre son congé maternité. Et pour une chômeuse indemnisée, donc qui n'est pas en contrat à ce moment-là, on pourrait dire oui, mais elle pourrait raccourcir à 8 semaines, mais non, on ne peut pas raccourcir à 8 semaines si on n'est pas si on n'a pas un contrat d'embauche, si on n'a pas un justificatif d'embauche. Il faut donc on n'a pas le droit en fait de réduire le congé maternité de 16 semaines à 8 semaines si c'est juste pour rester indemnisé par Pôle emploi. Voilà. Donc ça veut dire que si on n'a pas de contrat, on est obligé de prendre les 16 semaines totales. Donc vous voyez tout de suite la contradiction, c'est que c'est un arrêt qui est obligatoire, mais qui peut ne pas être indemnisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'a pas l'indemnisation de sécu, on n'a pas non plus de chômage, on n'a pas le droit de travailler, donc on n'a aucun revenu. Et il n'existait, on va dire jusqu'à il y a peu, aucune aide de substitution. Donc en fait, il y a un trou juridique pendant lequel là où on peut se retrouver à être obligé de s'arrêter et de n'avoir aucune compensation. Donc c'est un des points qu'on dénonce depuis 12 ans. Alors, quelles sont justement ces conditions d'accès? Ah oui, une petite remarque, vous allez me dire, mais la maladie, du coup, on peut ne pas la prendre, on peut ne pas poser un arrêt maladie. Oui, bien sûr, si vous avez juste un rhume ou une grippe et que votre médecin vous dit de vous arrêter 3 jours, en général, aucun intermittent ne le fait parce que ça n'a pas d'intérêt et puis on n'est même pas sûr de réunir les conditions. Mais si tout à coup, et ça nous arrive dans les cas, vous faites un infarctus et vous devez vous arrêter pour 1 mois ou 2 parce que c'est plus possible de travailler ou que vous avez vraiment cassé une jambe et que vous êtes circassien ou que sais-je, et en ces cas-là, la condition de l'arrêt se pose vraiment. Et il faut savoir que si le médecin a déclarer votre arrêt, vous êtes aussi obligé de le prendre. Donc, il y a aussi une obligation d'arrêt qui peut ne pas être indemnisée. Donc là, on voit à quel point on est dans le problème de la couverture sociale. Alors, quelles sont ces conditions d'accès puisqu'on peut ne pas y avoir droit? Donc, depuis 2015, puisqu'en 2015, on a eu des améliorations, il faut avoir réuni à la dernière date de travail avant l'arrêt. Donc, 150 heures en 3 mois, ça c'est la règle pour tous les salariés, ou 600 heures en 12 mois, c'est ce qui a été ajouté dans la réglementation pour les professions discontinues. Vous voyez que par rapport à l'intermittence du spectacle, par exemple, on est déjà au-dessus.
Alors, ça peut être aussi des mois pleins ou des mois de date à date. Voilà, on a le choix entre dire c'est par exemple janvier, février, mars, ou alors c'est du 26 janvier au 26 avril, c'est ça, enfin, voilà, 90 jours ou 365 jours. Pour le congé maternité, ça peut être les 3 mois ou les 12 mois qui précèdent qui précèdent le dernier contrat de travail avant le congé ou avant le début de grossesse, ce qui sauve pas mal de dossiers en ce moment parce que le début de grossesse étant 8 mois avant le congé. Là, il y a encore des femmes qui avaient les heures avant la grossesse parce que ça remonte presque à il y a 1 an. Mais ça va devenir de plus en plus problématique puisque là, on commence à arriver dans des cas de femmes qui, même avant la grossesse, n'ont pas les heures parce que le confinement de l'année dernière avait commencé. Et une petite subtilité, c'est que pour un arrêt maladie de plus de 6 mois, donc ça c'est le cas certains cas voilà, assez graves, c'est seulement, on ne sait pas pourquoi dans la réglementation, c'est seulement la règle des 600 heures en 12 mois qui compte. Si on n'a pas 600 heures en 12 mois mais qu'on a 150 heures en 3 mois, on peut avoir un arrêt de 3 mois qui peut être renouvelé, mais ça oblige à renouveler au bout de 3 mois. Ouais, c'est une petite subtilité, mais une petite absurdité comme ça qui reste dans la réglementation. Alors, il y a d'autres aménagements qui permettent notamment qui nous permettent d'aider notamment à orienter les dossiers un peu problématiques. Pour les personnes qui sont payées en cachet, pour les artistes de l'annexe 10, les conditions sont de 9 cachets en 3 mois ou de 36 cachets en 12 mois. Donc, c'est un petit peu moins en réalité que les 150 heures et les 600 heures. Donc ça peut aider. Pour les personnes qui alternent des heures et des cachets, un cachet vaut 16 heures pour la sécurité sociale. Jamais 12 heures, jamais 8 heures. Si la CPAM vous répond quelque chose comme ça, c'est faux. Un arrêt maladie ou un congé maternité qui aurait été pris dans la période de référence vaut 6 heures par jour pour la CPAM. Donc, si vous avez déjà eu un arrêt dans la période qui est étudiée, ça apporte des heures. La même chose pour une période de formation. Si vous avez une formation non rémunérée dans la période, ça vaut 8 heures par jour. Ça aide beaucoup en ce moment à rattraper certains cas compliqués. Et enfin, le versement des congés spectacles dans la période de référence peut compter aussi. On pense qu'il compte pour 7 heures par jour, même s'il n'existe aucun texte qui le spécifie. C'est ce qui se pratique en tout cas. Donc ça, c'est des aménagements qui nous permettent de rattraper beaucoup de cas qui sont limites en ce moment. Alors, on a quand même eu donc depuis 2015-2016 2 avancées importantes. Le seuil d'accès est donc passé de 800 à 600, c'est-à-dire qu'avant 2015, il fallait faire 800 heures en 12 mois. Donc, il y avait énormément de personnes qui n'avaient pas accès à ces droits. Et il fallait faire 200 heures au lieu de 150 heures en 3 mois. Et une autre chose qui aide en ce moment, qui est un filet de secours, c'est que Audience a créé pour le congé maternité, en tout cas, un fonds d'urgence qui permet de donner 15,50 € par jour pendant 8 semaines à une assurée à qui on aurait refusé le congé maternité. Si vous avez un refus de la CPAM, Audience peut prendre le relais et assurer ces 15,50 € par jour pendant 8 semaines. Ça ne couvre pas les 16 semaines et c'est une indemnité vraiment pas élevée, mais ça a l'avantage de ne pas laisser la personne dans ce qu'on appelait avant la double peine, puisqu'on va le voir, en fait, un congé maternité, notamment, permet d'apporter 5 heures par jour pour Pôle emploi ensuite, pour pouvoir compter pour l'intermittence, pour la réouverture des droits à l'intermittence. Donc, avant 2015, quand on avait un congé maternité non indemnisé, on n'avait pas non plus assez d'heures pour ouvrir les droits à l'intermittence. Donc, ça faisait une espèce d'engrenage qu'on a appelé la double peine, où les personnes étaient complètement sorties du système parce qu'elles avaient eu un enfant. Ça, c'est un petit peu rattrapé grâce à Audience. Audience apporte du coup 230 heures. Ça peut aider. C'est un filet de secours. Donc, depuis ces avancées, les refus sont plus rares. Et quand ils le sont, en plus, ils sont dans 90% des cas injustifiés. C'est-à-dire que c'est les CPAM qui ont décidé que
que la personne ne remplissait pas les conditions, alors que dans 90% des cas, elles les remplissent. Donc, il faut contester, parfois jusqu'au procès. Et les 10% qui restent sont des situations de vie assez compliquées où la personne a eu une rupture professionnelle, a pu avoir par exemple une rupture d'indemnisation, n'a pas pu travailler ou alors elle a travaillé à l'étranger, ça n'a pas compté, enfin, des cas comme ça. Mais c'est ce qui est en train de se passer avec la crise, justement. La crise généralise ce genre de cas un petit peu particulier. Donc, on est dans une situation où on risque d'avoir de plus en plus de refus. Et donc, voilà, le filet de secours que je vous disais qui empêchait la double peine, la perte de l'intermittence. Alors, ça, c'était pour ouvrir les droits. Maintenant, une fois qu'on a ouvert les droits à l'indemnisation, comment se fait le calcul de l'indemnisation journalière? Alors, il faut déterminer un gain journalier de base parce que les emplois discontinus, contrairement aux personnes donc, qui ont un contrat long, le contrat long c'est très simple, on sait ce qu'il gagne tous les mois, donc on sait ce qu'il gagne tous les jours et on lui donne la même chose. Un emploi discontinu, il faut reconstituer en fait le salaire qu'il devrait gagner tous les jours, ce qui s'appelle le gain journalier de base, pour pouvoir déterminer voilà, ce à quoi il a le droit. Et ce gain journalier de base est déterminé à partir des salaires des 12 mois pleins qui précèdent le dernier jour de travail, dans tous les cas. C'est-à-dire que même si pour ouvrir vos droits, vous êtes allé chercher les 3 mois avant la grossesse, eh ben, ce sera quand même les 12 mois qui précèdent le dernier jour de travail avant le congé qui seront retenus pour le calcul des salaires, enfin pour les salaires qui serviront pour le gain journalier de base. Donc, on prend les salaires bruts abattus sur la ligne congé. Il y a une ligne dans la fiche de paye qui est maternité, maladie, et c'est cette ligne-là qu'il faut prendre, c'est un brut abattu. Ou alors, il faut tenir compte des abattements aussi. Vous savez, il y a des employeurs qui font des abattements de 20% ou de 25%. Si on les a acceptés, il faut abattre ces 20%, 25% du brut pour avoir le brut abattu. Et il faut y ajouter les congés spectacles aussi, le brut abattu des congés spectacles qui a été versé pendant l'année parce que ça fait partie des revenus. Ces salaires sur 12 mois et ces congés spectacles bruts, pour pouvoir obtenir le gain journalier de base, on ne va pas les diviser par 365 parce que sinon ce serait pas juste, ce serait un gain journalier très bas puisque la personne a travaillé de manière discontinue. Donc le calcul se fait comme ça. On divise en fait par 365 moins le nombre de jours indemnisés par Pôle emploi. La CPAM se base sur le nombre de jours indemnisés par Pôle emploi, donc ils font donner l'attestation de nombre de jours indemnisés par Pôle emploi et l'enlever de 365 pour avoir une espèce d'équivalence de nombre de jours travaillés. Mais comme vous le savez, ça ne va pas être une équivalence stricte, donc ça peut poser des problèmes dans certains cas, on y reviendra. Ensuite, ça c'est le calcul de base, mais il faut savoir que pour l'indemnité journalière, IJ c'est indemnisation journalière de maternité et de paternité, il y a un abattement forfaitaire encore de 21%. Voilà. Donc en fait, on touche 79% du gain journalier de base. Et pour l'IJ maladie, on ne touche que 50% du gain journalier de base. Voilà, pour un arrêt maladie. Et en plus, il y a des plafonds. Ah oui, d'abord pour avoir le net, c'est une petite remarque, il faut encore enlever 6,7% de CSG et aussi le taux d'imposition. Les plafonds, pour la maternité et la paternité, le plafond est à 89 € par jour. 89 € par jour, ça fait à peu près 2600 € par mois. Donc, on va dire, c'est pas mal. Quand on a 89 € par jour, c'est pas mal. Sauf que c'est un plafond. C'est-à-dire que finalement, si on compare avec une salariée en contrat long qui gagne 3500 € par mois, qui gagne bien sa vie, et ben 3500 € par mois, elle aura 3500 € par mois aussi pendant son congé maternité. Une intermittente du spectacle qui a un congé maternité, même si ses revenus étaient élevés de cette manière, même si elle avait 3500 € par mois, pour le congé maternité, ça ne dépassera pas 89 € par jour, donc 2600 € par mois. Voilà, on n'a pas de complément qui est fait par l'employeur dans le cas d'un salarié en contrat. Pour la maladie, le plafond est de 46 € par jour.
On ne peut pas avoir plus. Donc, si on compare au minimum de l'indemnisation Pôle emploi, le minimum pour les artistes, pour l'annexe 10, c'est 44 € par jour et le minimum pour les techniciens, c'est 38 € par jour. Donc, ça veut dire que le maximum que vous puissiez avoir dans une IG maladie correspond presque au minimum que vous pouvez avoir avec l'intermittence. Ce qui explique qu'il y a un non-recours à l'indemnisation, à l'arrêt maladie, en fait, très massif chez les intermittents. Très peu d'intermittents posent des arrêts maladie. Alors, troisième point, c'est comment ça compte ensuite pour Pôle emploi. Donc, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Le congé maternité apporte 5 heures par jour pour Pôle emploi. Seulement le congé maternité, les congés d'adoption, les arrêts pour accident de travail et les arrêts en ALD. ALD, ça veut dire affection longue durée. C'est une liste de maladies dans lesquelles il y a notamment les cancers ou des maladies assez graves pour lesquelles la couverture est un peu différente. Donc, pour ces cas de figure, là, un arrêt compte 5 heures par jour ensuite pour Pôle emploi, pour compenser en fait le fait qu'on n'a pas pu travailler. Mais ne sont pas considérés le congé paternité, pour nous c'est un vrai manque, et ne sont pas considérés les autres arrêts maladie. Alors oui, d'accord, pour peut-être si on s'arrête 15 jours, ça peut se comprendre, mais par exemple, comme on pourrait prendre la personne qui a fait un infarctus et qui a besoin de s'arrêter 2 mois parce qu'elle a des opérations, que sais-je, et ben cette personne n'aura pas les 5 heures par jour pour Pôle emploi. Donc, c'est un des manques de la législation. Le congé maternité, comme il fait 16 semaines, ça apporte 560 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le renouvellement d'intermittence, c'est garanti pour une personne qui a été en congé maternité. Ça, c'est un gros avantage qui fait que nous, on incite vraiment les femmes à déclarer dans tous les cas, à faire tout pour avoir un congé maternité indemnisé, déjà parce qu'elles seront dans l'illégalité si elles ne le déclarent pas, parce qu'il y a encore des femmes qui ne le déclarent pas pour rester indemnisées à Pôle emploi. Mais il y a la question de l'illégalité, mais il y a aussi la question que ce sont de vrais droits qui apportent des avantages et qu'il faut les revendiquer. Voilà. Donc le renouvellement de l'intermittence est garanti si on a au moins un contrat de travail entre la fin du congé maternité et la date anniversaire. Donc là, on a des cas de figure très différents. Il y a des femmes qui ont beaucoup de temps après leur congé maternité parce qu'elles ont eu la date anniversaire juste avant. Il y a des femmes qui ont très peu de temps, qui doivent faire tout de suite un contrat. Voilà, il y a tous les cas de figure. Ça, on peut regarder au cas par cas. Mais en tout cas, c'est ça. Il faut qu'il y ait un contrat qui permette d'acter, en fait, de valider dans la période pourquoi? Parce qu'en fait, comme on remonte à la dernière à la dernière date de travail pour faire la date de référence, il faut que ce soit une date de travail. Ça ne peut pas être la date de congé maternité. C'est pour ça qu'il faut faire au moins un contrat entre la fin du congé et la date anniversaire. En ce moment, avec la crise, c'est un gros avantage. Les femmes qui ont eu un congé maternité là, elles savent déjà qu'elles vont pouvoir renouveler à partir d'août 2021. Donc, ça sauve pas mal de personnes. Alors, 5 heures par jour, à quel taux? C'est ce que nous demandent beaucoup de personnes. Oui, parce que pendant longtemps, le congé maternité était à ce qu'on appelle à taux zéro, ça comptait rien du tout. Donc il y avait une vraie discrimination, c'est quand on avait eu un enfant, à cause de ce taux zéro, même si on avait très bien travaillé dans les mois qui suivaient ou les mois qui précédaient, ça faisait baisser l'indemnisation. C'est-à-dire que pour avoir l'indemnisation qu'on aurait eu d'habitude, il aurait fallu travailler 2 fois plus, en gros. Et ça, on a résolu la question depuis 2016 avec la circulaire, le nouveau décret de 2016, le décret UNEDIC, avec la création du salaire annuel de référence. L'abréviation est SAR, à la place on le met à la place du salaire de référence, vous savez, dans la formule standard A plus B plus C, là où on met normalement le salaire de référence, on va le remplacer par le salaire annuel de référence. Qu'est-ce que c'est le salaire annuel de référence? Ça se calcule comme ça. Salaire de référence sur la période, donc sur les 12 mois, qu'on va diviser par donc, le jour de la période de référence, donc 365,
moins le nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie, etc. Donc, en fait, on retire de 365 la période d'arrêt. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est comme le gain journalier de base, c'est qu'on est en train de déterminer quel est le taux qui correspond à ce à quoi on a travaillé en dehors du congé ou de l'arrêt, et on le remultiplie par les jours de la période de référence. Cette formule, en fait, elle permet d'appliquer à la période du congé maternité le taux qui est déterminé en fonction de ce qu'on a travaillé avant ou après le congé maternité sur la période de référence. Donc, ça lisse en fait le salaire de référence. Ça compense le manque de travail. C'est évidemment si vous n'avez pas du tout pu travailler avant ou après, ce qui est le cas par exemple en ce moment des femmes qui sont enceintes en ce moment, ça ne va pas augmenter de beaucoup, vous allez très certainement avoir le minimum d'indemnisation l'année d'après. Mais si à l'inverse vous avez bien travaillé, le congé maternité ne fera plus baisser l'indemnisation comme c'était le cas avant 2016. Alors, on arrive à la deuxième partie, les problèmes rencontrés, et vous en avez sûrement déjà deviné, puisque vous avez vu qu'il manque déjà des points dans la législation. Alors, on va commencer par un petit point statistique. Je ne sais pas si Élise est arrivée. Eh bien, totalement. Je suis là, Amandine. Alors, je te laisse la parole pour le premier point statistique. Alors, premier point statistique déjà sur la deuxième partie, c'est-à-dire la partie des problèmes rencontrés de manière récurrente hors crise sanitaire. Et du coup, pourquoi notre collectif continue d'exister. Faut savoir qu'évidemment, nous, on traite des dizaines de messages, mails qu'on reçoit par jour. Et en fait, toute notre mission en fait, devrait être en vrai une mission de service public. Mais hélas, ça n'est pas le cas. Et en fait, on donne juste les infos justes à chacune des assurées qui n'arrivent pas à avoir accès aux informations en fait pour faire valoir ses droits. Alors du coup, on a de nombreux dossiers à passer, parfois de justesse. On conteste les décisions injustifiées par les CPAM et parfois, effectivement, comme Amandine vous a dit tout à l'heure, ça peut aller jusqu'au procès. Sur ce petit point statistique, on a lancé dernièrement, il y a 1 mois et demi à peu près, un sondage sur les pages internet de réseaux sociaux. Et en fait, dans ce sondage, on a eu, en fait, si vous voulez, 262 réponses clairement exprimées. Il y en a qu'on a éliminées pour d'autres raisons. On se rend compte que le recours à la non-déclaration du congé, contrairement à avant, on va dire 2015, notamment 2016, il est devenu il était devenu avant la crise Covid extrêmement minoritaire. C'est-à-dire rappelons qu'il n'est pas légal de ne pas déclarer son congé. C'est-à-dire c'est des filles qui prennent le risque de rester en fait chez Pôle emploi, alors qu'en fait, normalement, elles devraient être radiées pendant ce temps-là. On n'est plus qu'à 2,18% de congés non déclarés sur l'ensemble des réponses exprimées qu'on a reçues à ce sujet. Sur 221 réponses exploitables, ensuite, on voit que la moyenne des indemnités journalières, elle est de 64 € brut. Donc, vous allez me dire, ce qui est plutôt correct, ce qui est à peu près effectivement plus que c'est à Pôle emploi, plus que l'indemnité moyenne de Pôle emploi pour les intermittents du spectacle. Mais on se rend compte aussi qu'il y a de très fortes disparités dans le sondage. Par exemple, sur 165 personnes, 165 réponses qui nous ont précisé si elles avaient été accompagnées ou pas sur leur dossier de congé maternité et par qui elles l'avaient fait, on se rend compte qu'il y a 17 femmes qui l'avaient faite seules et leur montant d'indemnité journalière moyen est de 47 €. Il y en a 17 qui sont passées par un organisme payant que je ne vais pas citer ici, mais contre lequel je suis fâchée, on va dire, depuis un certain nombre de temps. Elles ont une moyenne d'IJ de 57 €. Ce sont souvent des cas de femmes qui n'ont pas qui ont plutôt des IJ hautes d'habitude. On a ensuite 27 personnes qui sont passées avec le site des Matermitantes, qui ont, elles, une moyenne d'IJ de 73,5 €. C'est-à-dire globalement, c'était des situations qui n'étaient pas problématiques et l'accès au site leur a suffi à bien constituer leur dossier. Et enfin, on a une centaine de réponses, 100 réponses, qu'on a aidées, et pour une IJ moyenne, une indemnité journalière moyenne de 68,44 €. Alors du coup,
On a aussi quatre personnes qui ont effectivement basculé de l'organisme payant vers les maternitantes pour une IJ moyenne de 77,5 € par jour, puisqu'elles n'arrivaient pas à obtenir des réponses correctes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Ça veut dire une chose très simple et à la fois très inquiétante. Ça veut dire que le droit fondamental et le bon calcul de l'IJ n'est très souvent pas respecté. C'est comme si à Pôle emploi, vous calculiez que vous aviez une IJ de 60 € et que d'un coup, vous vous rendiez compte qu'en fait, l'IJ, elle était de 40 € quand elle vous arrive, ou de 20 € ou de 9 € ou de 8 €. Et en fait, on a énormément de réclamations à faire et que les femmes qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne peuvent pas calculer leur montant, vu qu'on a un simulateur, nous, de montant, puisque le simulateur de la Sécu ne marche pas pour les intermittents du spectacle et les professions discontinues, en fait, elles se font avoir sur leurs droits fondamentaux et leur montant d'indemnisation n'est absolument pas respecté, et que ce soit en maternité ou en maladie. Donc, du coup, voilà, tout ça pour dire qu'on ne devrait pas exister, qu'on rêve d'un jour ne plus exister vraiment, qu'on n'ait plus besoin de nous et que toutes les informations soient données par les CPAM, qui sont certes des organismes privés, mais gérants du droit public et du renseignement public, et que, en fait, malheureusement, on reste une béquille de secours, et c'est le fonctionnement qu'on dénonce, ce fonctionnement des CPAM qu'on dénonce. Je te relaisse la parole, Amandine. Oui, alors le fonctionnement, justement, pourquoi il y a des problèmes? Ça repose en fait sur deux choses. Il y a des problèmes qui sont liés à la manière dont ça fonctionne, on va commencer par ça, et il y a des problèmes liés à la législation, à ce qui n'est pas précisé dans la législation. Alors, commençons par les problèmes liés au fonctionnement. Ce qui se passe, c'est que dans presque tous les cas de dossiers que nous recevons, il y a des erreurs qui sont récurrentes et systématiques dans les CPAM sur tout le territoire. On s'est rendu compte, puisqu'on traite énormément de dossiers, que pourtant, quand on conteste, l'assuré obtient un gain de cause, donc c'est vraiment une erreur, mais que ces erreurs reviennent, alors tantôt à Lille, à Nice, à Caen, et puis les mêmes. Donc ça nous a alertés, on s'est dit que d'où ça vient, d'où ça peut venir. Alors, on se rend compte en fait que ces erreurs viennent de la réalisation de fiches internes et de logiciels qui ont été les logiciels ont été programmés, les fiches internes ont été rédigées, sans doute de manière nationale, par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et dans ces fiches internes, en plus on a su qu'il y avait on a pu voir à quoi ressemblait une fiche interne, il y a des erreurs qui ne correspondent absolument pas, il y a des interprétations qui ne correspondent absolument pas à la loi, et la loi pour la sécurité sociale, c'est le code de la sécurité sociale. Il y a des réinterprétations et il y a des affirmations qui sortent de nulle part, et donc c'est vraiment problématique. On va vous faire une petite liste de toutes les erreurs récurrentes et problématiques qu'on rencontre ces dernières années, surtout, on va dire ces 2-3 dernières années. On va essayer de lister plutôt rapidement, du coup, Amandine, pour garder de la place pour la troisième partie. Exactement. Je vais lister rapidement. Alors, un des problèmes qu'on a eu et qui continue à revenir, c'est le plafonnement journalier qui est appliqué sur les cachets isolés. On a mis cachet isolé entre guillemets parce que cachet isolé, ça ne veut rien dire normalement pour la CPAM. Comme vous avez compris, la CPAM, c'est soit cachet, soit heure. Donc, cachet isolé, normalement, ce n'est pas un terme qu'il devrait utiliser. Et pourtant, dans les fiches internes, on a découvert qu'il y avait des règles qui avaient été écrites, comme quoi, si on a un cachet isolé, on ne doit pas appliquer le plafonnement mensuel, qui est la règle, le plafonnement mensuel, mais le plafonnement journalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on retient vos salaires, vous savez, sur 12 mois, comme on a vu avant, normalement, le Code de la sécurité sociale et la circulaire notamment de 2017 précisent qu'on doit s'arrêter à un plafonnement journalier. C'est-à-dire que si un mois, vous avez gagné plus de 3 300 euros, mensuel, pardon, on s'arrête à 3 300 euros. Voilà, toujours. On plafonne ce qu'on retient dans le salaire. Pourquoi pas? Mais les CPAM, dans ce cas, qui font cette erreur, décident d'appliquer un plafonnement journalier. Donc, elle décide que si vous avez touché un cachet
à un moment de 300 €, elles vont appliquer le plafonnement journalier de 125 €. Donc, tous vos cachets qui dépassent 125 € vont être plafonnés à 125 €. Pour les personnes qui travaillent de manière discontinue et qui ont peut-être 3 cachets de 300 € dans le mois, vous faites le calcul, ça fait baisser les salaires retenus énormément. Et donc, ça fait baisser l'indemnité journalière énormément pour une raison qui n'existe pas dans le code de la sécurité sociale, qui n'existe que dans les fiches internes. On a contesté depuis 3 ans, c'est les CPAM qui disent cela, on a tenu bon, parce que parfois on est allé jusqu'au procès pour déjà 3 CPAM et on en a gagné un déjà en novembre 2019 contre la CPAM de Lille, qui a admis que le plafonnement journalier n'était pas justifié. Mais comme c'est un procès juste en tribunal de grande instance, apparemment ça ne suffit pas encore pour faire jurisprudence sur tout le territoire, mais ça prouve qu'ils n'ont pas à le faire. Et il y a des CPAM qui continuent de le faire. On a encore 2 procès en cours contre cette pratique. Donc c'est quand même assez grave. Cette histoire de plafonnement journalier, voilà. Ensuite, un autre cas qui est aussi assez grave, c'est l'oubli des périodes indemnisées par Pôle emploi, parce que vous avez vu qu'on doit retirer donc les jours indemnisés par Pôle emploi de 365 pour arriver au nombre de jours travaillés plus ou moins. Il y a des CPAM qui estiment que non, on n'a pas retiré les jours indemnisés ou qui ont oublié, ou alors qui ont décidé aussi qu'on allait retirer que les mois complètement chômés, mais s'il y avait un cachet dans le mois, on n'allait pas retirer les autres jours chômés. Enfin, des règles pareilles qui n'existent pas dans le Code de la Sécurité sociale, qui n'existent qu'en interne pour les CPAM, pour la CNAM, et qui n'ont aucune justification. Donc, il faut contester. Autre raison, le choix de mauvaise période de référence. Alors celle-là, elle arrive beaucoup en ce moment, c'est-à-dire au lieu de prendre les 12 mois pleins qui précèdent le dernier contrat de travail, ils vont remonter sur une autre période farfelue, ne prendre que 3 mois. Et ce qu'ils font beaucoup en ce moment, c'est qu'ils ont dû avoir la consigne qu'il fallait maintenir les droits et remonter avant. Alors du coup, ils demandent aux intermittents de leur fournir les fiches de paye qui précèdent leur première intermittence, qui précèdent leur intermittence. Donc, ils vont aller demander des fiches de paye il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ce n'est pas du tout justifié. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une question d'incompétence ou de méconnaissance. Il y a encore le mauvais calcul appliqué au congé spectacle, c'est-à-dire que normalement, on prend pour le congé spectacle, on prend le versement qui a eu lieu dans l'année, dans la période de référence, mais on a su que pour les CPAM, parfois, certaines, comme le congé spectacle correspond à 10% des revenus, certaines CPAM recalculent 10% des revenus pour les congés spectacles et ne tiennent pas compte, si vous voulez, de l'attestation de versement. Et parfois, ça fait des différences de somme et ça peut faire des différences d'IJ à la fin. Enfin, les fausses conversions des cachets en heures. Il y a des CPAM qui tout à coup affirment « mais non, un cachet, ça vaut 8 heures, mais non, un cachet, ça vaut 12 heures », alors que non, un cachet ne vaut que 16 heures dans la circulaire de 2017. Et surtout, on a des délais de traitement, dans tous les cas, qui sont très longs, toujours. Ça, il y a toujours eu, et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, la personne... ne sait a déjà une réponse sur le fait que son congé maternité est accepté, souvent 1 mois après le début de son congé et parfois après qu'elle ait accouché. Voilà, donc elle va jusqu'à l'accouchement et elle ne sait toujours pas si elle a le droit au congé maternité indemnisé ou pas. Et ça pose, le problème que ça pose, c'est que, comme vous l'avez compris, il n'y a aucun revenu pendant ce temps. Alors justement, je te laisse à nouveau la parole sur le petit point statistique sur les délais de traitement, Élise. Ouais, alors je vais aller très très vite en fait, on va balayer assez vite parce que du coup je voudrais qu'on passe assez rapidement à la 3e partie par manque de temps peut-être. Juste pour dire simplement que, tu vois, tu peux les mettre en vrac, du coup, les statistiques, Amandine, je pense. Ouais. Après, vous aurez de toute façon accès au PowerPoint qu'on mettra dans la Dropbox ou vous nous le demandez sinon sur… Après, Élise, t'inquiète pas, on a commencé plus tard. Voilà. Voilà, oui, d'accord. Ok, ça va. Je jouais au début, donc je n'ai pas vu le début. Voilà.
Juste pour vous dire, donc, du coup, que, par exemple, sur le point statistique, des problèmes de délai, puisque les problèmes de délai, c'est quand même un vrai problème, sur 200 réponses exprimées, on en a eu un peu moins de la moitié qui nous avaient juste dit oui, leur dossier a été traité correctement du premier coup, sans nous donner de notion de délai particulier. Après, sur les réponses, du coup, exprimées en termes de délai, on a eu 28 réponses où le délai était d'1 mois, un peu moins d'1 mois, 26 réponses où c'était 2 mois, 23 réponses 3 mois et 26 réponses 4 mois et plus, avec des délais pouvant effectivement aller jusqu'à 9 mois. 7 nous ont répondu dans ce sondage qu'elles n'avaient pas encore, elles savaient que leur taux était faux et que le traitement était faux, mais elles ont laissé tomber. Et je pense qu'elles sont finalement beaucoup les filles à laisser tomber, surtout quand les différences ne sont pas très élevées en fait. Donc voilà, tout ça pour dire que les délais de traitement sont en fait assez inadmissibles en fait. C'est-à-dire que encore une fois, la même chose arriverait du côté de Pôle emploi. On mettrait 9 mois pour débloquer vos allocations, la moyenne étant plutôt vers les 3 mois dans les sondages exprimés. 3 mois pour débloquer 1 mois de chômage Pôle emploi, tout le monde crierait au scandale en fait. Et là, c'est ce qui se passe. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Ensuite, sur les dossiers traités et les contestations, encore une fois, là pour le coup, on s'est servi de maintenant en fait depuis février 2020 et l'apparition de la crise sanitaire en gros, on s'est mis à faire nous des statistiques en direct, c'est-à-dire qu'on remplit un tableur à chaque mail qui nous joint et on a commencé ce travail-là en février 21. Donc du coup, les stats datent de tout début mars en fait qu'on vous présente. On avait fini de traiter 17 dossiers par la CPM. Il faut savoir que sur ces 17 dossiers traités, on en a 8 qui ont été acceptés et bien traités du premier coup, c'est-à-dire en gros, on va dire la moitié, d'accord. Sauf qu'on a après 5 dossiers qui ont été acceptés et bien traités après réclamation et 3 dossiers après médiation, ce qui veut dire qu'en fait, la moitié des dossiers ne passent pas du tout du premier coup. La moitié des dossiers sont mal traités en termes de montant. Et un dossier, effectivement, enfin, est passé après l'intervention du défenseur des droits. On vous encourage fermement, dès qu'il y a un problème rencontré avec les CPAM, à faire appel au moment où vous faites appel au médiateur de la CPM, à en même temps écrire au défenseur des droits, puisqu'il faut à tout prix que ces problèmes qui engendrent des situations de précarité énormes soient remontés également sur le défenseur des droits pour que les choses essayent d'avancer. Ensuite, sur le point sur les dossiers maltraités par les CPAM, concernant les dossiers pour lesquels les CPAM ont déjà fait une première réponse qui n'a pas été satisfaisante, il faut savoir que sur 22 dossiers, il y a 10 dossiers qui étaient au 1er mars, parce que du coup, nos stats ont un peu de recul, en cours de réclamation, 5 dossiers qui étaient en cours de médiation, un dossier qui était au défenseur des droits, 3 dossiers en commission recours amiable, sachant que la commission recours amiable, c'est le dernier level avant le tribunal. Il n'y a pas d'autres recours après possible. Et 4 dossiers qui sont toujours à l'heure actuelle en cours de procès. C'est l'échelle des contestations, hein. C'est celle qu'on voilà. recommande, hein. D'abord, on réclame. Si la réclamation donne rien, on saisit le médiateur. Si le médiateur donne rien, on saisit le défenseur des droits. Ensuite, avant les 2 mois de délai, on doit saisir la commission de recours amiable. Mais si la commission de recours amiable dit non, c'est directement procès. Et les procès durent en général 2 ans. Voilà. Et ce qu'il faut dire à tout prix, c'est que très souvent, les CPAM, alors je sais pas si tu as prévu d'en parler plus tard, Amandine, mais je le dis maintenant parce que j'y pense. Les CPAM, en fait, très souvent, vous conseillent assez rapidement de faire appel à la commission recours amiable. Sauf que c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que la commission recours amiable est surchargée de boulot et il faut vraiment l'envisager comme un dernier recours. C'est-à-dire que s'il y a un recours à faire, c'est d'abord les réclamations, d'abord les médiations, parce qu'il peut y avoir des allers-retours entre les deux, alors que quand la commission de recours amiable passe, ça met longtemps et c'est un avis définitif et le seul choix que vous aurez après, c'est la procédure judiciaire à engager. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces dossiers qui sont présentés là sur le PowerPoint, aucun de ces dossiers n'aurait dû poser problème. C'est-à-dire que les problèmes rencontrés sont pour l'essentiel des refus non justifiés. Ça arrive aussi que ce soit des erreurs d'aiguillage, c'est-à-dire qu'on va nous aiguiller vers les artistes-auteurs, vers les indépendants, alors que c'est pas du tout. On dépend, nous, en fait, des conditions salariales de régime général pour la CPAM.
Ou alors, il s'agit aussi d'un oubli total ou partiel de déduction des jours indemnisés par Pôle emploi. On pense d'ailleurs qu'il y a eu des petits problèmes, encore une fois, de notice souterraine il y a quelques temps, puisqu'on pense que les travailleurs discontinus hors intermittence se sont vus appliquer des sortes de peines un peu bizarres, où apparemment pour eux, il n'y aurait plus que les mois totalement indemnisés par Pôle emploi qui comptent, et plus ceux partiellement indemnisés. Ça pose un vrai débat aussi avec la réforme de l'assurance chômage en parallèle, évidemment. Ou alors, sinon, c'est des plafonnements injustifiés de la base brute des jours travaillés, comme vous disait Amandine, des plafonnements journaliers appliqués, etc. Je Alors, te laisse continuer. oui, pourquoi tous ces problèmes? Voilà, pourquoi? Alors, comme on en a déjà un petit peu parlé, hein, les CPN, donc c'est les caisses primaires d'assurance maladie, donc c'est des caisses qui sont dans tous les départements et qui sont dirigées par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui elle-même relève de la sécurité sociale, et la direction de la sécurité sociale est au ministère de la Santé. Mais ces caisses ont un fonctionnement de droit privé, donc elles fonctionnent comme des petites agences, hein, même si c'est pas le terme, l'agence, c'est des caisses. Et donc, il y a une organisation managériale à l'intérieur avec des directeurs qui donnent des consignes pour faire des économies, voilà. Et on pense que c'est cette organisation managériale qui fait que qui engendre en fait des consignes internes qui sont différentes des lois qui sont les lois qui sont décidées par le ministère et qui sont des consignes pour traiter plus vite les dossiers et puis au passage faire des économies. Et donc, c'est des consignes internes qui ne sont pas transparentes, on n'y a pas accès, on ne peut pas les trouver sur Légifrance, ces consignes. Et c'est celles-ci qui vont traiter en réalité vos dossiers de congé maternité et des maladies. C'est les consignes internes, alors que les lois sur Légifrance disent autre chose. Et donc, pour nous, là, on s'est dit, il y a un fonctionnement absolument scandaleux, parce que c'est complètement antidémocratique et complètement souterrain. Alors après, il y a aussi la formation problématique des agents et des techniciens, parce qu'il y a un turnover très grand dans les caisses, hein, surtout en ce moment, en plus, avec la crise sanitaire. Il y a des agents qui arrivent, ils sont là depuis un mois, ils ont été formés 2 heures, ils connaissent rien du tout, ils prennent juste les fiches et les logiciels, ils essaient de donner des réponses. Voilà, c'est un petit peu ça la réalité aussi des CPAM. Et bien sûr, du coup, c'est l'aléatoire des caisses et des agents. Il peut y avoir des caisses où tout se passe bien parce qu'il y a un agent qui a bien potassé, il y a un technicien qui connaît bien, ou alors parce que voilà, ils sont là depuis longtemps. Puis tout à coup, on peut avoir certaines caisses où c'est la catastrophe parce qu'il y a un comptable qui a décidé de revenir sur des dossiers et puis de chercher tous les trop perçus possibles, ou alors qui a décidé qu'on allait faire des économies et que pour du coup, les intermittents, vous allez leur dire que c'est ça, ça, ça. Enfin, on est complètement soumis à l'aléatoire. Nous, on se rend bien compte qu'on ne peut pas répondre. On sait quelle est la loi, mais on se rend bien compte que les dossiers ne sont pas traités de la même manière en fonction des endroits et même de la personne. Voilà. Donc, on trouve que c'est un fonctionnement dangereux, et notamment dangereux pour la protection des plus précaires et des plus vulnérables. Donc, c'est un problème de fond qu'on dénonçait déjà avant la crise sanitaire et qui s'accentue en fait avec la crise sanitaire. Alors maintenant, il y a un deuxième point aussi, c'est tous les points, alors je vais aller vite aussi, qui sont liés au fait que la législation n'est pas assez précise ou pas assez complète. Donc, par exemple, la déduction des jours indemnisés par Pôle emploi de 365 pour compter les nombres de jours de travaillés, en fait, ça c'est une espèce de formules qu'on prend de certains articles, etc. Et on sait que ça se passe comme ça, mais il n'y a aucun texte qui dit vraiment que ça doit se passer comme ça. Et finalement, dans certains cas, on s'est déjà demandé si c'était vraiment la manière la plus juste de procéder, parce que par exemple, pour une primo-arrivante ou un primo-arrivant dans l'intermittence qui n'a pas été indemnisé encore, ça va être discriminant pour lui, il va avoir une IJ beaucoup moins importante parce qu'il aura été moins indemnisé, ou alors dans certains autres cas très précis. Donc ça, par exemple, c'est un cas qui mériterait d'être précisé. Quand on calcule le gain journalier, est-ce qu'on ne devrait pas le rapporter au véritable nombre de jours travaillés plutôt qu'à la déduction des jours indemnisés par Pôle emploi? Et comment on calcule le nombre de jours travaillés?
À combien compte une journée congé-spectacle pour la CPAM? On vous a dit c'est 7 heures, mais en fait, on se base sur des textes qui disent que la journée standard dans le code du travail, c'est 7 heures. Oui, mais ça, c'est dans le cadre d'une semaine à 35 heures. Pour les emplois discontinus, il n'y a pas de semaine à 35 heures, c'est des semaines à 40 heures. Donc, qu'est-ce qui dit que ça ne devrait pas être 8 heures? Voire même, puisqu'un cachet compte 16 heures, qu'est-ce qui dit que ça ne devrait pas être 16 heures? En fait, il n'y a aucun texte qui soit à ce point précis pour qu'on puisse dire une journée de congé spectacle, ça compte tant d'heures. Et là, en ce moment, on en aurait cruellement besoin qu'un texte comme ça existe. Les problèmes de cumul entre la subrogation de salaire et l'intermittence, ça c'est un gros problème que je vais vous dire rapidement, c'est qu'on a de plus en plus de cas, notamment chez les musiciens et musiciennes, de personnes qui sont intermittents majoritairement, mais qui donnent aussi des cours dans une structure où elles ont un contrat long, donc un CDD renouvelé tous les ans, voire même un CDI dans un conservatoire, par exemple, une école de musique. Et alors là, quand arrive le congé maternité, c'est un petit peu le chaos total pour gérer ce cumul de statut, parce que la CPM ne comprend pas du tout, parce qu'elle se dit, ah ben un CDI, bon bah subrogation de salaire, donc la personne, elle fait 4 heures par semaine de cours de musique, elle va avoir un congé maternité de 200 € par mois, et la CPM pense que c'est bon, alors que pas du tout. Son activité principale est évidemment l'activité intermittente, et donc il faut faire aussi un dossier complémentaire, comme tous les intermittents, de donner toutes ces fiches de salaire en plus. Et bien sûr, c'est très compliqué. La CPAM ne sait pas comment compter ça. Elle le compte de manière défavorable, c'est-à-dire que finalement, les personnes qui ont une subrogation se retrouvent avec une IJ moins élevée que si elles n'avaient pas de subrogation, ce qui est complètement absurde et discriminant. Et tout ça encore est dû au fait qu'il n'y a aucun texte pour penser cette situation. On est dans l'improvisation totale. Les problèmes de la reconnaissance du travail à l'international, alors là, c'est aussi un gros problème pour les frontaliers. On a des cas de femmes qui vivent dans l'Ain, par exemple, ou à la frontière suisse, et qui donc ont leur résidence fiscale en France, ont leur maison en France, ont leur famille en France, mais qui travaillent en Suisse. Qui ont tous leurs contrats en Suisse et qui font toutes leurs heures en Suisse. Et donc, elles ont la CPAM française et pas la sécurité sociale suisse. Et quand elles reviennent en France pour dire « Ah, je suis en congé maternité » et qu'elles donnent leur fiche de salaire, on leur répond que les fiches de salaire en Suisse ne comptent pas. Donc, elles ont droit à rien. Et c'est le cas avec la Suisse, mais c'est le cas aussi avec la Belgique, c'est le cas avec tous les pays d'Europe. Et alors là, on est complètement étonné que ce soit absolument pas prévu ni géré, que des artistes, surtout par exemple c'est le cas des artistes lyriques de plus en plus, ou des danseurs, danseuses qui travaillent à l'international, et bon, pour les droits Pôle emploi ça marche, mais pour le congé maternité, pour la couverture sociale, ce n'est absolument pas possible de faire valoir les heures à l'étranger. Donc là, il y a un vrai problème aussi, et on n'a pas de réponse. On ne sait toujours pas si c'est un vide juridique ou si c'est un problème d'interprétation. On cherche. Le congé paternité, c'est le grand absent des réglementations, et ça va devenir un vrai problème puisque le 1er juillet, le congé paternité ne sera plus seulement de 11 jours, mais de 28 jours. Donc là, ça va commencer à devenir intéressant. Et intéressant veut dire aussi que ce serait bien que les pères puissent le prendre. Et donc, pour qu'ils puissent le prendre, ce serait bien qu'ils aient les mêmes avantages que les mères, c'est-à-dire notamment les 5 heures par jour, et la possibilité de calculer avec le SAR, le salaire annuel de référence, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on pense que c'est une erreur dans la législation, puisque même le congé d'adoption, que ce soit pour père ou pour mère, ça marche comme le congé maternité, mais pas le congé paternité. Donc, grand absent de la législation. Et puis, comme on en a déjà parlé, les arrêts maladie longs en dehors des ALD. Voilà, une ALD, ok, ça marche, mais si on n'est pas en ALD et qu'on doit se faire arrêter 2 mois ou 3 mois, on n'a pas non plus les possibilités qu'on a pendant les congés maternité, c'est-à-dire les 5 heures par jour, le calcul au SAR, voilà. Et enfin, faire entrer tout simplement dans le code de la sécurité sociale
les conversions des cachets en heures, ce qu'on vous a dit 16 heures, ou alors qu'il faut 9 cachets ou 36 cachets, ça existe dans une circulaire, parce que des députés ont bien voulu le faire écrire dans une circulaire à un moment, mais ça n'est toujours pas rentré dans le Code de la sécurité sociale, ça veut dire que ça n'existe toujours pas comme loi. Alors qu'en 2018, le défenseur des droits nous a répondu à une demande qu'on avait faite en 2016, sur d'autres sujets, mais a donné dans sa conclusion le fait qu'il faudrait maintenant que ça rentre dans le Code de la sécurité sociale, il faudrait que ça rentre dans la loi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire que les professions discontinues ne sont pas pensées, n'existent pas dans la loi, dans le Code de la sécurité sociale. Elles ne sont pas envisagées. Donc, vous imaginez qu'en période de crise, c'est encore pire, on va y venir. Et avant d'y venir, une petite parenthèse, nous, la question qu'on pose, c'est finalement pourquoi il y a un seuil d'accès? Pourquoi? Notamment sur le congé maternité, si on regarde la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 33, donc ça n'a pas valeur de loi, mais ça a valeur, on va dire, de référence dans notre civilisation qu'on pourrait estimer moderne ou en tout cas socialement protectrice. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. Droit à un congé maternité payé, c'est un droit en Europe, mais ce n'est pas un droit pour tout le monde en France. Donc, pourquoi un seuil d'accès? On peut dire la même chose pour la maladie, hein, bien sûr. Là, on a le cas de la maternité, mais évidemment, la question se pose aussi pour la maladie. Nous, on pense que ce serait la solution, en fait, de rendre le congé de maternité automatique, qu'il n'y ait pas cette recherche d'heures pour voir si on est éligible ou pas à un congé maternité indemnisé. Ensuite, que le calcul soit fait sur les cotisations, ça peut se comprendre, mais au moins que tout le monde y ait accès. Et on a listé un certain nombre d'avantages, en fait. C'est bien sûr pas de précarité brutale liée au fait d'avoir un enfant. Tout le monde aurait droit à un congé maternité, même minimum, enfin tous les gens qui ont travaillé. Il y aurait un raccourcissement des délais de traitement, moins de travail pour la sécurité sociale, et ça veut dire aussi des traitements de dossiers simplifiés pour les techniciens des CPM. Ils n'auraient pas à nous dire si on a droit ou pas, ils iraient directement au fait, à combien on a le droit. Et puis, ça ne coûte pas plus cher, puisqu'on a vu que la majorité des personnes à qui l'indemnisation du congé maternité est refusée avaient en réalité droit à ce congé maternité. Donc, tous ces procès, toutes ces contestations, toutes ces réclamations, et nous, on sait qu'on en voit passer, ça coûte énormément de temps et d'argent à la CPM. Et je ne vous dis pas quand on gagne un procès et qu'ils doivent rembourser en plus. Donc, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même. Donc, à la place, faisons une manière simplifiée d'aller à l'essentiel. Tout le monde a le droit à un congé maternité ou à un arrêt maladie d'une certaine longueur indemnisé. Et ensuite, on voit l'indemnisation. Alors, évidemment, tout ça, on arrive à notre troisième partie. Dans la période de crise sanitaire, c'est accru. C'est accru et là, on tire la sonnette d'alarme. Alors, je te redonne la parole, Élise. Alors, absolument. Moi, du coup, je fais des statistiques aujourd'hui. On va reprendre toujours pareil. Le mois de février 2021, qu'est-ce qui s'est passé en février 2021 pour nous? Ça fait plus d'1 an que la crise sanitaire a commencé. On se rend compte en février 2021 que sur 121 personnes différentes qui nous ont contactés en février, on a effectivement 17 dossiers qui ont été bien traités, 22 maltraités et 51 dossiers en cours. En cours parce qu'il y a des problèmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure. C'est pas étonnant, on a dit, c'est quasiment la moitié, donc ça correspond. Sur les 31 dossiers des mois à venir, c'est là où la situation est effectivement plus préoccupante. Plus préoccupante parce que on a majoritairement évidemment des cas de congé maternité plus que des ALD. Et heureusement pour ceux enfin voilà, qu'on n'a pas autant d'ALD que de maternité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la crise sanitaire a eu un impact très fort sur les conditions d'accès, vu que plus personne ne remplit les seuils d'accès. Et donc, en fait, nous avons seulement, sur les 31 dossiers des mois à venir, ceux qu'on avait traités donc du coup au mois de février jusqu'à début mars, 19 dossiers seulement qui passeront. C'est-à-dire qu'on n'a que 61% des dossiers, qui pourront être indemnisés. Mais vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas une erreur de la CPM, il n'y en a plus que 61%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, bien sûr, que plus la crise sanitaire va durer, plus l'impossibilité de travailler va se prolonger,
moins il y aura de dossiers qui passent. Et on a d'ores et déjà 5 personnes qui n'auront pas le droit au congé maternité ou maladie indemnisé et qui remplissaient toutes les conditions en fait avant la période Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi sur les 17 dossiers, pardon, alors attendez, non, qu'il y a un dossier qui ne passera que si l'activité partielle rentre dans les conditions d'affiliation, mais nous n'avons à ce jour toujours absolument aucune réponse de la CPM sur comment compter l'activité partielle, comme chômage ou comme activité, on ne sait pas. On a 3 dossiers qui ne passeraient que si on remonte au dernier contrat avant le début de grossesse, avec maintien de droit de 3 mois. Ouais, Or, les 3/4 des agents ne savent pas appliquer le maintien de droit aux travailleurs discontinus. Et on a 3 dossiers qui seront très délicats à faire passer, faute de circulaires extrêmement claires sur la prise en compte des congés spectacles pour l'affiliation. Puisque dans les circulaires internes apparaissent des fois des notions de 10%, de 7 heures. Amandine vous en a parlé avant. C'est assez délirant, en fait. On n'a pas de texte clair sur lequel se fonder. On a 17 dossiers qui ont fini d'être traités correctement par la CPAM, dont la moitié après une démarche de contestation. On est toujours dans ces mêmes choses-là. Et 22 dossiers qui ont obtenu des réponses non satisfaisantes, en cours de contestation, etc. Les autres dossiers, évidemment, les 51 autres, sont à l'heure actuelle en cours d'aiguillage et les aiguillages deviennent de plus en plus complexes pour nous à gérer puisque les conditions de droit sont de plus en plus rarement atteintes. Et notre urgence numéro 1 là-dedans, déjà, c'est qu'il faut un maintien de droit pour toutes et tous. C'est ce qu'on demande en premier, nous. Et le maintien de droit, ça veut dire qu'il faut pouvoir remonter pour l'étude des droits et le calcul de l'IJ à une période antérieure à la crise sanitaire. Il faut pouvoir regarder comment on travaillait avant mars 2020 pour pouvoir décider si on a droit ou non à une protection sociale, plutôt que de regarder en ce moment, puisqu'en ce moment, on voit bien que la moitié des personnes n'y ont plus droit, si on ne veut pas aller à la catastrophe. Et donc, c'est ça qui s'appelle le maintien de droit. Et le maintien de droit existe, mais il existe sous 2 formes dans le Code de la sécurité sociale. Il existe sous le code L161.8. Ça, c'est pour les personnes qui perdent leur droit à l'indemnisation chômage et qui ne travaillent plus du tout. Donc, une personne qui n'a plus de travail, qui est allée au bout de ses droits chômage, elle a encore 12 mois de maintien de droit à la sécurité sociale. Donc, super, hein, tant mieux que ça existe. Sauf qu'en fait, ça ne s'applique pas du tout au cas des professions discontinues à nouveau. Et ça, c'est ce que nous a répondu la direction de la sécurité sociale quand on les a eu en réunion. Nous ont dit, mais pourquoi vous devriez être content, il y a le L161.8. Oui, mais pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout dans ce cas-là. On est dans le cas plutôt du L311.5, donc pour les situations qui sont encore, les personnes qui sont encore en situation de chômage. Il y a un premier point qui dit, en ce cas, elles sont indemnisées, elles ont leur droit à la sécurité sociale et à l'indemnisation tant qu'elles sont indemnisées. Tant mieux. Ça, c'est ce qui fait que si là, en mars, vous n'avez pas travaillé depuis octobre, eh ben, on va aller regarder ce que vous avez travaillé en octobre. Et si vous restez au chômage sans travailler du tout pendant 1 an, eh ben, pas de problème. Pour étudier vos droits, on remontera. Sauf que, quel est l'obstacle pour les professions discontinues? C'est qu'on a souvent retravaillé, mais pas suffisamment. Et là, je vais vous mettre l'article 305, vous allez voir, je ne vais pas tout vous lire, mais regardez ce que j'ai mis en gras. Elle continue à en bénéficier, donc elle continue à bénéficier en fait des droits aux prestations en espèces du régime d'assurance maladie, la personne, en cas de reprise d'une activité insuffisante, donc le cas des professions discontinues, pendant une durée déterminée par décret du Conseil d'État. Donc, c'est quoi cette durée? On s'est demandé, on a fouillé, et cette durée, elle est définie par l'article R311.1. On a fini par comprendre dans le Code de la sécurité sociale, les articles L, c'est les lois, les articles R, c'est les réglementations qui viennent apporter des choses, des précisions sur les lois. Et donc, l'article R311.1, qu'est-ce qu'il dit? Que le délai prévu, etc., pendant lequel un assuré qui ne remplit pas après sa reprise d'activité, donc quelqu'un qui a retravaillé, les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues, etc., pour bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, etc., est fixé à 3 mois à compter de la date de cette reprise d'activité. Donc, vous comprenez bien que si on n'a pas retravaillé du tout, on a 12 mois, voire plus, tant qu'on est au chômage. Si on a retravaillé, mais pas beaucoup, pas assez pour ouvrir des droits, on ne peut remonter que sur 3 mois. Donc, en fait, une personne qui a retravaillé, qui a repris une activité insuffisante,
ouvre moins de droits qu'une personne qui n'a pas du tout retravaillé. C'est extrêmement discriminant, donc on veut le dénoncer, mais non seulement c'est discriminant, mais en plus, il suffirait de changer cet article, le R311.1, parce que ça se change par un décret d'État. Il n'y a même pas besoin de faire une loi, c'est un R, il suffit que le gouvernement le décide. Demain, il peut le changer. Donc nous, ça fait 3 mois qu'on le dit qu'il faut le changer. Il suffirait de le changer pour rallonger la durée de maintien de droit. Là, la crise, ça fait 12 mois qu'elle dure. On rajoute 12 mois à 3 mois. On dit, allez, on le rallonge à 15 mois. Et si ça dure encore, on le rallonge encore. On décide d'une durée. Et voilà. Et on peut, en tout cas, sauver tous ceux qui avaient des droits avant la crise et qui ne les ont plus. C'est quelque chose de très simple qui peut se faire très vite par le gouvernement. Et quand le gouvernement annonce qu'il s'occupe de la question, visiblement, il n'a pas du tout encore lu ça. Ils ont eu notre proposition des milliers de fois, on va y venir. Les autres urgences, en plus de cette urgence, c'est que la CPAM se positionne sur les points réglementaires techniques et spécifiques. Vous l'avez compris, il y en a plusieurs, et notamment le chômage partiel, qu'on peut appeler aussi l'activité partielle, et c'est bien ça le problème. Certains intermittents du spectacle ou intermittents de l'emploi ont eu recours au chômage partiel, à l'activité partielle, depuis la crise. Comment cela compte pour la CPAM? Est-ce que c'est pris en compte justement comme une activité, donc comme un salaire, ou est-ce que c'est pris en compte comme du chômage? Les questions que ça engendre, est-ce que ça compte en heures? Et si oui, combien pour ouvrir des droits? On ne sait pas. Est-ce qu'un salaire est retenu sur les indemnités, sachant que ce sont des indemnités sans cotisation maladie, maternité? Donc logiquement non, mais il pourrait y avoir un forfait, quelque chose, on n'en sait rien. Et aussi, si ça ne compte pas comme salaire, est-ce que, par exemple, ça peut être ajouté aux jours chômés dans le dénominateur en bas? En ce cas, ça peut être aussi une compensation. Ça, c'est aussi des questions qu'on pose depuis plus de 2 mois. C'est des réponses urgentes parce que les personnes qui sont en train de regarder si elles peuvent passer ou pas, si leur dossier va passer, si elles vont avoir le droit à une indemnisation ou pas, elles sont sur ces questionnements-là et on est incapable de leur répondre, on ne sait pas du tout parce qu'on n'a aucune réponse. Il y a aussi d'autres questions comme que valent les congés spectacles, on l'a déjà vu, comment vont compter les heures travaillées à l'étranger. Par exemple, on a le cas d'une danseuse, elle est dans les Alpes-Maritimes, elle ne peut plus travailler comme danseuse, mais elle a pu travailler à Monaco parce qu'à Monaco, les théâtres n'étaient pas fermés. Mais comment vont compter les heures à Monaco? Quelle est l'IJ en cas de cumul des activités, comme on l'a vu, cumul voilà. Et puis aussi, bien sûr, quel aménagement pour les artistes-auteurs? Quel aménagement pour les auto-entrepreneurs, parce qu'ils sont aussi affectés par la crise, et c'est d'autres calculs, on n'a pas le temps d'y venir aujourd'hui, mais on pourrait vous en parler. L'absence de réponse, on vous fait rapidement un historique, vous allez comprendre pourquoi on n'est pas contente. Le 11 janvier, on a fait un document d'état des lieux qu'on a envoyé à la direction de la sécurité sociale, au ministère, en vue d'une réunion qu'on devait avoir avec eux. Un document de 13 pages très complet qui explique les problématiques. Le 28 janvier, on a rajouté une annexe avec une douzaine d'exemples concrets qu'on avait dans nos exemples, qui leur permettent de bien comprendre, puisqu'apparemment, il leur fallait des exemples. Le 29 janvier, on a cette réunion avec la direction de la sécurité sociale et la DGCA du ministère de la Culture, aux côtés de la CGT Spectacle qui nous a invités, merci. Et on avait 1h30 pour exposer la problématique. Vous voyez là, comme ça met du temps, donc on a été très vite, voilà, ils n'ont pas pu répondre à toutes les questions, ils n'avaient rien compris, ils n'avaient pas du tout mesuré le problème, ils ne savaient même pas ce que c'était que l'activité partielle, c'était la cata. Donc ils nous ont dit, écrivez-nous des questions et on s'engage à y répondre d'ici fin février. Le 4 février, on leur envoie une liste de questions précises, 11 questions hyper précises qui reprennent tous les points sur lesquels on a besoin de réponses urgentes. Donc on attend une réponse pour fin février. Début mars, on nous dit ok, on vous fait une réunion le 11 mars dans laquelle on vous donnera les réponses promises. Super, sauf que le 11 mars, vous vous souvenez, c'était le jour où Castex et Roselyne Bachelot sont allés à l'Odéon, enfin ne sont pas allés, ils ont fait une visioconférence pour parler avec les occupants. Et donc, à 9h20, on a su que la réunion de 9h30 n'aurait pas lieu. Et ils nous ont dit, mais on en refera une. On est le 22. Ah oui. Et le 12 mars, Roselyne Bachelot annonce sur les radios qu'ils allaient s'occuper de la question des congés maternité et maladie, que la question est réglée, que ce n'est plus un problème, que tout est réglé. Donc, comme la réunion du 11 mars devait être repoussée,
aujourd'hui, le 22 mars, on n'a toujours pas de date de réunion. Il n'y a toujours aucune mesure. Et on n'a pas de date de réunion parce que la DSS estime que puisque Roselyne Bachot a dit que la question était réglée, ils n'avaient pas à se prononcer. Sauf qu'en fait, on n'a aucune réponse, aucun rendez-vous, et que pour l'instant, même la question est réglée. Personne n'est au courant à la CPAM et rien n'est réglé. Dans le concret des cas, ça fait donc 11 jours et rien n'est réglé, rien n'est pris en compte. Quelles sont nos craintes? Pourquoi on s'inquiète, en plus du fait qu'on n'a pas de réponse? On a peur que ce soit une mesure superficielle, qui ne cherche pas à améliorer la législation. Vous avez compris qu'on a besoin d'amélioration de fond. Une mesure provisoire, juste pour la crise. Une mesure qui ne s'adresse pas à toutes et tous, puisque normalement la CPAM considère toutes les professions discontinues ensemble, mais qui ne s'adresse qu'aux intermittents du spectacle, pour calmer la pression des théâtres occupés. Et puis, bien sûr, qu'on n'ait aucune réponse technique pour sortir de ce chaos général où on ne sait pas du tout comment gérer les dossiers. Et les craintes sont déjà vérifiées, puisqu'on a su que le ministère de la Culture a déjà créé un mail pour répondre aux demandes de ceux qui les appelleraient. Regardez le mail, covid19.spectacle@culture.gouv.fr. Ça en dit long, ça va concerner donc le Covid-19 et les gens du spectacle, voilà, essentiellement. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et bien sûr, on n'a aucune nouvelle de la direction de la sécurité sociale, qui estime que le ministère a répondu. Ils n'ont pas besoin de nous répondre, alors qu'on ne nous a pas répondu. Donc, c'est ce qu'on a mis dans nos communiqués. Nous ne nous satisferons pas d'arrangements à la marge. Nous exigeons de réelles avancées légales sur le maintien des droits au congé maternité et maladie des chômeurs indemnisés et de tous les précaires et tous les emplois discontinus. Nous exigeons des réponses immédiates aux questions techniques que nous avons posées il y a presque 2 mois. Nous voulons que l'activité discontinue existe dans la loi. Pour nous aider, on a créé 2 actions. Vous pourrez voir plus sur nos valises, sur les documents qu'on partage. Il y en a une, ça s'appelle l'épisode 2, consiste à enregistrer vos appels à la CPAM pour savoir si la question est réglée, de poser vos questions par rapport à votre situation. On peut vous donner le communiqué, mais vous pouvez aller voir notre page YouTube. On en a créé une pour l'occasion des Matermitantes. On a déjà 5 exemples et ils sont éloquents. Ils sont vraiment éloquents sur la situation. Et on demande une autre possibilité d'enregistrement qui s'appelle question réglée à main levée, qui consiste à demander en fait lors d'une AG de vos occupations, voilà, qui parmi vous est intermittent du spectacle, levez la main. En général, presque tout le monde lève la main. Et qui parmi vous a fait 600 heures en 12 mois ou a fait 150 heures en 3 mois. Et vous allez voir que la réponse, elle est aussi visuellement très éloquente. Vous pouvez nous envoyer ces enregistrements audio ou vidéo sur cette adresse-là, questionreglée.mater@gmail.com, et on en fait des montages pour communiquer, pour, dans la mesure du possible, mettre une pression pour que les choses avancent. Vous comprenez bien l'urgence. On vous donne encore notre contact, nos informations. Et si vous avez des questions, on peut vous répondre. C'est notre mail matermitante@gmail.com. On est aussi sur Facebook. On a une page et un groupe. Et maintenant, on est partout. YouTube, Twitter, Instagram. Donc, n'hésitez pas à relayer ce qu'on partage, à en rajouter et à mettre ces revendications dans vos revendications parce qu'elles nous concernent toutes et tous. Voilà. Je ne sais pas si Élise, tu veux rajouter quelque chose ? Non, rien à rajouter, si ce n'est que juste sur les actions. Évidemment, Amandine vous disait intermittent du spectacle, mais tous les salariés discontinus, évidemment, sont concernés, peu importe qu'ils soient intermittents du spectacle ou intermittents de l'emploi. Tout court. Absolument, et on a besoin même de témoignages d'intermittents hors spectacle pour montrer que ça ne s'arrête pas à un problème de la culture et du spectacle. Voilà. Super, merci pour cette présentation. Je vous propose que on quitte le live Facebook, on reste sur Zoom et on passe un petit temps de questions-réponses, 20 minutes, une demi-heure, avec les différents lieux occupés qui auraient des questions à vous poser. À tout de suite sur Zoom. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.